Merci, merci Isabelle de la justesse de tes propos et de la pertinence de ce que tu as pu nous faire remonter. Donc, on va maintenant, et c'est pas la position la plus facile, je voudrais pas être à sa place, parler d'économie et parler de dépenses de soins et savoir si on a encore du sens dans un soin quand on dit qu'il coûte cher ou qu'il coûte pas cher. Et on est dans une assemblée ici où il y a un maximum de soignants. Je pense qu'on n'est pas nombreux à être ceux qui réfléchissent sur le fait qu'un soin coûte ou ne coûte pas. Alors, je voudrais aussi en profiter pour te demander ton éclaircissement, Didier, sur... Parce qu'il y a des gens qui sont dans le secteur médico-social, on a beaucoup parlé du sanitaire, peu du médico-social, et j'ai toujours revendiqué une grande différence entre les deux, c'est que quand on va à l'hôpital, et Isabelle en est une preuve absolument flagrante, on rentre dans un état de santé qui n'est pas bon, on se fait soigner, et on ressort avec un état de santé qui s'est amélioré. On donne donne sa carte vitale, ça ne coûte rien. Quand on vient dans les établissements médico-sociaux, et les EHPAD par exemple, on rentre dans un état de santé qui est encore à peu près bon, ça coûte à peu près 2 000 € par mois, et quand on en ressort, en principe, on est décédé. Donc, est-ce que la société aujourd'hui ne veut qu'accorder du sens aux soins aux gens jeunes et l'oublier les gens âgés ? Merci Christian. Mais si tu commences à me poser une question avant même que je démarre, moi j'ai pas de problème, hein, mais vous êtes affamé, j'ai bien compris, affamé de connaissances, bien sûr. Non, je pense que ce qui peut faire la différence dans ces sujets-là, c'est peut-être que le sens que l'on met derrière l'expression projet de soin ou projet de vie. C'est pas tout à fait la même chose, et pourtant ça peut être une expression identique. Et donc ça veut dire son explicitation. Il peut y avoir un projet de vie jusqu'au bout. C'était l'exemple qu'Isabelle prenait tout à l'heure. Il peut y avoir un projet de vie même dans la dernière semaine de sa vie. Et donc la question du projet de soin, dans son contenu, sera, à mon avis, je ne parle pas des valeurs, je ne parle pas de la question éthique, mais dans son contenu sera différente selon qu'effectivement on est dans du sanitaire, du court séjour, selon qu'on est dans l'accompagnement de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, c'est encore très différent. Et selon où là, pour le coup, il peut y avoir des parallèles avec le médico-social. Et donc, les établissements médico-sociaux ou sociaux. Donc, c'est un petit peu là-dessus. Alors, du coup, tu m'amènes tout de suite à aller à ma conclusion, donc ça sera rapide. Non, mais je vais faire l'envers. Hein. C'est qu'en fait, on ne peut sortir de cette impasse de sens que par l'explicitation 1, 2, la délibération, 3, la co-construction. Voilà, donc maintenant vous pouvez dormir. Non, bon, blague à part. Alors quand même quelques mots avant de rentrer dans ce vif du sujet. Moi, d'où je vous parle. Bon, c'est vrai que je me sens pas très légitime pour parler devant vous ce matin parce que je suis pas soignant au sens large, hein, donc pas issu d'un métier médical, paramédical. Je suis pas non plus directeur d'établissement. Moi, je suis un chercheur en management. Donc, et j'ai fondé une chaire il y a 5 ans maintenant avec un philosophe. Donc, c'est une chaire assez originale dans son dispositif qui s'appelle Valeurs du soin et qui consiste à croiser donc des grilles de lecture philosophiques et managériales sur le soin justement, sur la relation soignante. Et c'est une chaire de recherche qui a un financement croisé public-privé. Bon. Je vous ai mis nos 2 premières productions. Donc un premier livre qu'on a sorti. Je fais ma pub, hein, donc moi je suis vénal aussi. Donc un premier livre qu'on a sorti sur les valeurs du soin. Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Approche plurielle. Et puis un autre qu'on a sorti pile au moment où les gens étaient confinés pour le Covid, mais ils n'ont pas eu le temps de l'acheter. Donc c'est pour ça que j'essaie de me rattraper maintenant. Donc sur le travail du soin et le soin du travail. Hein, donc on essaye justement de regarder comment on peut soigner les soignants. Et puis il y a le 3e qui est en préparation, qui devrait sortir fin 22 sur ce que le titre provisoire, ça devrait être la démesure de la mesure dans le soin. Voilà. Alors,
Donc pour vous dire que c'est un regard un peu particulier, c'est pas le regard d'un directeur d'établissement, mais plutôt d'un observateur des pratiques managériales dans le monde de la santé. Hein. Alors, pour démarrer, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Pour démarrer, je vous poserai bien deux questions, chacune d'entre vous. Qu'est-ce qui compte pour vous, comme individu, comme professionnel? Qu'est-ce qui compte pour vous? Est-ce que vous pouvez répondre facilement à cette question, spontanément? J'aurai une autre question à vous poser en même temps. Qu'est-ce qui fait sens dans votre métier? Peut-être que c'est la même réponse, mais c'est marrant parce que quand on dit qu'est-ce qui compte, ça peut avoir un sens philosophique, mais ça a aussi un sens très managérial, très économique, parce qu'en économie, on compte, on passe notre temps à faire ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier les problématiques éthiques des problématiques économiques. Parce que ce qui compte, c'est ce qui est important. Alors après, le problème, c'est qu'effectivement, on n'a peut-être pas la même hiérarchie des valeurs, ou ce qui compte pour certains professionnels de santé, c'est peut-être pas ce qui compte, ou ce qui est important, ce qui fait sens pour d'autres. Et le grand danger, je crois, c'est de rester sur des implicites. On a la chance de vivre une période relativement incroyable avec la crise que nous avons traversée et qui fait ressurgir au grand jour la problématique du bon management, entre guillemets, hein, et en particulier à l'hôpital, mais aussi dans les établissements, je pense aussi aux EHPAD. Moi, en vivant cette crise, j'ai tout de suite pensé, face à ce que les professionnels de santé pouvaient vivre, à cette phrase d'Albert Camus dans La Peste, en 1947. La seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Je ne sais pas ce qu'elle est en général, mais dans mon cas, je sais qu'elle consiste à faire mon métier. Et si je vous ai interpellé tout à l'heure, il y a quelques minutes en guise d'introduction, c'est un petit peu ça, parce que je crois que pour pouvoir répondre à la question de ce qui fait sens, c'est extrêmement difficile de donner un sens général, sauf à tomber dans des généralités. Et ce qui est très, me semble-t-il, fructueux, c'est d'y répondre de manière singulière, comme professionnel, et de confronter les points de vue. Et l'avantage de cette crise, c'est qu'elle a permis ça. Indirectement, c'était pas prévu, la crise n'était pas prévue, mais elle a permis de faire remonter à la surface ce qui peut faire sens dans nos métiers. Pourquoi? Parce qu'elle a fait sauter les cadres. Les cadres de référence, hein, pas les cadres de santé. Elle a permis d'ouvrir des possibles. Elle a permis d'ouvrir des possibles parce que justement, on ne pouvait pas appliquer les règles en place. Et puis, elle a, je dirais, aussi révélé des impensés. Des impensés, c'est justement ça. C'est qu'est-ce qui compte pour les uns et pour les autres. C'est se dire, c'est oser revenir à des questions qui finalement semblaient tellement évidentes qu'on ne se les posait plus, à savoir, mais finalement, pourquoi on est là et à quoi on sert, les uns et les autres. Donc, qu'est-ce qu'on a vécu au cours de cette crise? Des problèmes d'approvisionnement et de logistique, des défauts d'anticipation, le problème du sous-stockage des masques ou des médicaments, les capacités d'accueil en réa, etc., etc. Tout ceci mettrait en lumière, apparemment, une crise du management à l'hôpital et révélerait l'incapacité de la gestion à faire preuve d'efficacité pour l'organisation qu'elle est censée servir. Or, qu'est-ce qu'on a pu constater face à ces problèmes de pénurie diverses? On a constaté une mobilisation hors pair des personnels de santé, un engagement total face à la pandémie, on a constaté une inventivité pour créer des dispositifs alternatifs, pour collecter des fonds de recherche dédiés. Bref, mettre en œuvre une véritable gestion de crise. Et ce, contre la gestion. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les établissements de soins et les professionnels de santé ont su faire preuve d'innovation en termes d'organisation collective. On appelle ça la gestion, hein, l'organisation du collectif. L'action collective, c'est de la gestion. Mais contre les règles de gestion. C'est donc ce que cette crise dit de nous. C'était peut-être l'incapacité que nous avions à remettre en cause régulièrement ces règles de gestion qui s'imposaient aux professionnels et aux établissements de santé. Et pour le coup, je voudrais revenir à l'intervention de la première partie de la matinée sur la question des procédures. Dans le fond, une procédure en tant que telle, elle est ni bonne ni mauvaise. Si on met en place une procédure, c'est normalement pour améliorer les choses.
Donc qu'est-ce qui pose problème dans la procédure? C'est l'incapacité que l'on a à la remettre en cause. C'est-à-dire que c'est sa naturalisation. C'est le fait de croire que la procédure résout tout. Qu'une fois pour toutes, parce qu'elle est écrite, elle révélerait la vérité d'une pratique. Alors qu'une procédure, c'est jamais qu'une solution qui est mise en œuvre à un moment donné, parce qu'on pense que c'est pas trop mal. Et le grand danger de la procédure dans les établissements de santé, c'est l'incapacité que nous avons à nous poser pour les remettre en cause, c'est-à-dire à dire mais qu'est-ce qu'elles apportent comme valeur? Une procédure qui n'apporte pas de valeur ajoutée, faut la supprimer. N'oubliez jamais cette leçon du sociologue Norbert Alter, qui dit que à l'origine de toute innovation organisationnelle, vous avez une transgression des règles. Vous ne pouvez pas innover sans transgresser les règles en place. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette pandémie que nous avons vécue, que nous vivons encore, de manière un peu plus maîtrisée? Eh bien, c'est que ça a été une forme d'une autorisation à transgresser des règles en place, parce que ces règles ne permettaient pas de répondre à ce que nous vivions. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut transformer cette transgression en innovation durable? Et c'est là où ça risque, je suis désolé, de ne pas être gagné. Mais on va y venir un petit peu. Pourquoi? Parce que pour moi, la problématique de l'hôpital, elle est plus structurelle que conjoncturelle. Autrement dit, si les plans d'investissement et de redressement des hôpitaux publics ne sont pas accompagnés d'une réflexion sur la mission hospitalière et sur ses principes managériaux, les efforts fournis par la communauté des soignants au sens large depuis le printemps 2020 auront été vains. Alors sur quelle base pourraient être repensés ces principes? Eh bien, je vais partir de 3 constats, et puis après j'essaierai de partager avec vous le fait que l'hôpital est malade de la gestionite, et puis que... mais pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une domination de l'économisme, et l'économisme, ça n'est pas l'économie, c'est peut-être ça un des travers, et cette domination de l'économisme fait perdre la tête et le sens. Voilà, mais j'essaierai quand même de passer un petit peu de temps sur des perspectives quand Christian m'indiquera que j'ai plus que 5 minutes. Alors, 3 constats pour poser le cadre, je vais être rapide. Tout d'abord, l'écrasant poids de l'économie de la santé et de la gestion des institutions de soins qui tendent à rabattre la valeur, à réduire la valeur à la valeur monétaire. Et donc la valeur monétaire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le prix. Pour vous le dire autrement, la tarification. Ça vous parle, la tarification? La T2A, ouais, ça va? C'est bon? C'est bien, hein? Ouais. Derrière ce constat, c'est qu'en fait, la valeur, apparemment, ne serait aujourd'hui qu'une valeur comptable. C'est-à-dire que ce qui fait sens à l'hôpital, c'est la valeur comptable. Ça fait sens. Mais pourquoi? Parce qu'on le mesure. C'est intéressant. Deuxième constat, c'est que la prise en compte des valeurs du soin est aujourd'hui rendue possible par tout un dispositif de gestion et d'administration du vivant qui relève de ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir, c'est-à-dire la capacité que nous avons à contrôler les corps. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Et dans ce biopouvoir, il est possible parce qu'il est déployé dans des techniques et des outils d'évaluation. Et c'est toute la mode de la gouvernance par les nombres, pour reprendre l'expression de Desrosières ou de Pierron. Chiffrer une réalité, c'est la rendre sérieuse. Et donc à partir du moment où vous avez des données chiffrées, vous êtes plus sérieux que quand vous êtes dans une expression où ce qui compte, c'est la qualité relationnelle. C'est peut-être le sens de l'époque. Et donc, comment résister éventuellement face à cette domination par les nombres? Troisième constat, la concurrence, voire le conflit, entre l'expérience vécue de la personne malade, porteuse de ses propres valeurs, n'est-ce pas, et puis les valeurs de vérité et de scientificité de la médecine biomédicale d'un autre côté. Sans oublier, bien sûr, les valeurs de rentabilité et d'efficience. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais la note du chauffage, ça va s'élever. Hein. Ça, on va payer beaucoup. Bon, vous n'êtes pas prêt à payer des sommes incroyables pour du pétrole, de l'électricité, non? Je sais pas, ça vous interpelle, j'imagine. Pourquoi est-ce qu'on serait prêt à dépenser sans compter pour l'hôpital? C'est le même raisonnement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à partir du moment où vous avez des dépenses socialisées, vous êtes obligé de devoir rendre des comptes. C'est normal. C'est normal, c'est notre argent à nous tous. Par contre, comment on fait pour?
Ce que je voudrais mettre en cause dans mon propos ce matin, c'est le fait de dire que les outils qui permettent justement de rendre compte aujourd'hui sont profondément inadaptés parce qu'ils ont été inventés il y a 60 ans, dans un contexte complètement différent que celui que nous vivons aujourd'hui, et qu'on a complètement oublié le contexte dans lequel ils ont été inventés. Parce que justement, on les a naturalisés. Et pourquoi on les a naturalisés? Parce qu'ils donnent par leur côté chiffré, ils donnent l'impression d'être scientifiques, alors qu'ils n'ont rien du tout de scientifique. Ça sera la suite de ma démonstration. Comment en est-on arrivé là? Deux grandes argumentations. La première sur laquelle je passerai relativement vite, c'est l'hôpital malade de la Gessionie. Puis une deuxième où je passerai peut-être un petit peu plus de temps, c'est sur l'économie de la santé. Ça va peut-être faire un peu prof, cours de prof, mais enfin bon, on ne se réinvente pas. Hein. Alors l'hôpital malade de Gessionnite, faut remonter à il y a 30 ans. Alors, globalement, le début des années 90. Ces 30 dernières années qui sont indéniablement marquées pour le champ de la santé par des discours institutionnels et des outils de contrôle qui veulent absolument rationaliser l'activité hospitalière. Avec à l'origine le PMSI, vous connaissez tout ça, mais bien sûr, aujourd'hui, peut-être ce qu'on projet de territoire, les contrats d'objectifs et de moyens, la T2A, bref, tout ce que nous appelons dans notre jargon chercheurs en gestion, ce qu'on appelle des dispositifs de gestion, qui sont mis en place pourquoi? Pour réguler l'organisation hospitalière en mettant en avant la chasse aux coûts. Et tout ceci a été largement inspiré des théories et des pratiques issues du New Public Management, donc qui n'a rien de nouveau, hein, puisqu'il a 30 ans et qu'il est né donc dans le monde anglo-saxon. Mais en fait, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que ces outils, ils ont peut-être été mis en place pour essayer de répondre à des injonctions multiples auxquelles doit faire face l'hôpital. Comment personnaliser à la fois la prise en charge, diminuer les durées de séjour, accueillir l'ensemble de la population, mais aussi former, développer la recherche, et tout ça dans un contexte économique tendu. Bon courage. Avec cette démultiplication des sens, ou des missions dévolues à vos institutions, il est normal que vous ayez perdu la tête. Puisque plus vous démultipliez les priorités, moins il y en a. Donc de ce fait, à partir du moment où vos institutions sont soumises à des priorités multiples, chacun après fait son petit ménage, son tri, et puis dit, après tout, ma priorité à moi, c'est ça. Bien. Et surtout, par rapport au fait que, en même temps, l'institution hospitalière a vu se développer des compétences de plus en plus précises, de plus en plus techniques, mais aussi, c'est la conséquence, de plus en plus cloisonnées. C'est comme ça que, mais ça vous le savez, que l'efficacité médicale qu'on constate depuis en gros une bonne 60aine d'années a contribué à une hyperspécialisation des professionnels de santé qui tendent à segmenter les prises en charge des patients pour oublier une approche globale. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a peut-être aussi une perte de sens. Parallèlement, on en parlait tout à l'heure avec la question des procédures, c'est la formalisation de l'activité et l'obligation consistant à rendre des comptes aux tutelles qui a bouleversé les pratiques. C'est-à-dire qu'un soignant, aujourd'hui, il passe autant de temps à rendre des comptes qu'à soigner. D'un point de vue, c'est ce que vous appelez l'activité administrative, ou le temps que vous passez derrière un ordinateur, par exemple, pour remplir un dossier, etc. Mais cette mesure de l'activité hospitalière, ce qu'ils font comprendre, c'est qu'elle est rarement utilisée à des fins de management interne. Elle est surtout utilisée pour rendre des comptes à des organismes externes. Et les premiers, les agences de santé. Mais ça peut être aussi des agences pour l'accréditation, etc. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre les outils de gestion qui sont mis en place et le management qui, lui, porte beaucoup plus sur la recherche d'une organisation collective efficiente. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut remettre en cause aujourd'hui, c'est peut-être le fait que l'hôpital soit considéré comme l'opérateur d'une agence. Et qui elle-même attend l'exécution d'actes qui viennent de l'avenue de Ségur ou de Paris, plus précisément. J'en prends l'exemple de quelque chose que j'ai vécu, mais que vous avez dû vivre aussi chacun à votre manière, dans la manière avec laquelle on attendait de recevoir des masques au printemps 2020, qui étaient stockés parce que l'Agence régionale de santé attendait l'autorisation de Paris, là où à côté on s'organisait auprès des fédérations d'artisans, en tout cas moi je parle du Rhône, pour essayer de filer des masques que les plâtriers ne pouvaient pas utiliser et qu'on donnait aux soignants.
bon, on a innové, on a trouvé des... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les systèmes descendants, les systèmes centralisés, déconcentrés, ne fonctionnent pas et que nous avons un système qui aujourd'hui, malheureusement, est, je crois, profondément différent de ce qu'il était au moment où les agences ont été créées. Mais il y a eu une récupération à ce niveau-là, très forte, et c'est pas la faute des gestionnaires, c'est une question politique. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que au cours de cette crise, c'est que la logique du marché en santé aura fait long feu, en montrant comment elle conduisait inexorablement à une externalisation de certains coûts, certes bénéfiques à court terme, mais nuisibles en ce qu'elle abandonne des savoir-faire et des compétences qui ne peuvent plus être récupérées une fois déléguées. Et les conséquences de cette partition, de cette hyperspécialisation, voire de cet abandon pour certaines compétences, les conséquences sont féroces. Parce qu'à l'hôpital, si les savoirs classiques de gestion ne sont pas légitimes, un hôpital, son but, c'est pas de gérer, c'est de soigner. Eh bien, si ces savoirs ne sont pas légitimes, eh bien, la décision médicale peut être paradoxalement perçue par les administratifs comme une décision qui relèverait seulement de la relation médecin-patient, en dehors de tout contexte social et économique. D'un côté, vous avez les soignants qui disent on ne peut pas passer de temps suffisamment avec les malades. De l'autre côté, vous avez les gestionnaires qui disent mais quand même, ces médecins, ces infirmiers, ce sont des dépensiers qui ne sont pas responsables. Ça veut dire que derrière, nous avons un conflit de responsabilité qui, évidemment, s'explique par un conflit de valeurs et par des sens, par des missions qui semblent s'opposer. Alors, plutôt que de simples oppositions, on peut aussi les lire comme des rapports en fait beaucoup plus complexes. Parce que l'attitude des professionnels de santé est loin d'être homogène, aussi bien même à l'intérieur d'un hôpital qu'à l'extérieur, entre la ville et l'hôpital, entre les spécialités, entre les communautés, les spécialités médicales et les communautés soignantes. Alors du coup, la question qui est centrale, c'est de se dire, mais finalement, comment est-ce qu'on peut organiser l'activité de professionnels qui vont toucher à la fois à l'objet le plus sacré de notre civilisation, l'individu dans son corps, son intelligence, ses projets, et pour qui toute contrainte économique ou bureaucratique est vue comme une intrusion dans le libre exercice de leurs pratiques. Et donc, l'enjeu de la gestion, il est là. Et c'est un enjeu éthique, vous l'avez compris, ça n'est pas qu'un enjeu technique. Et le piège aujourd'hui, je crois, c'est qu'on a réduit la gestion à de la technique. Là où en fait on n'avait pas vu que derrière les outils de gestion, il y avait une représentation du monde, il y avait un sens qui était donné, et comme on a mis tout ça de côté, eh bien on arrive aujourd'hui à ce pseudo-conflit parce qu'il y a des implicites. Et donc il faut remettre sur la table, me semble-t-il, cette question du sens de l'organisation. J'allais dire pour la gestion du bien commun, d'une part, et la question du sens pour les professionnels dans ce qu'ils doivent apporter dans leur mission vis-à-vis des soignants. Alors comment on peut expliquer ça? On peut l'expliquer par rapport à l'économie de la santé et à son histoire. Alors l'économie de la santé, c'est pas quelque chose qu'à 2500 ans. C'est-à-dire que nous, en économie de la santé, quand on se réfère à notre notre grande référence, on ne fait pas appel à Hippocrate. C'est Arrow, 1963. Alors d'emblée, vous voyez, ça en jette moins. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Kenneth Arrow. Donc c'est lui qui invente en gros l'économie de la santé. Et ça a été donc récupéré et travaillé depuis une soixantaine d'années. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, ça n'a pas été travaillé au début par les gestionnaires et les directeurs d'hôpitaux. Ce sont les administrations publiques qui ont investi le champ de l'économie de la santé. Pourquoi? Pour maîtriser les dépenses de santé dans les budgets publics. Donc à l'origine, ce qui peut vous apparaître comme étant de l'économie de la santé ou du management de la santé, ce ne sont que des indicateurs macroéconomiques qui visent à réguler l'ensemble d'une situation. Conséquence, on n'en a rien à faire de savoir comment c'est géré à l'intérieur d'un établissement, puisqu'en fait ce qui compte, c'est que les grandes masses soient contrôlées, elles, au niveau global. Ce qui peut expliquer pourquoi vous avez une persistance des inégalités de santé entre des établissements. Parce que la préoccupation majeure depuis 60 ans, c'est une régulation globale, c'est un contrôle global des dépenses de santé, beaucoup plus que leur pertinence qui est affectée. Vous avez donc du coup un conflit inhérent au sein même de la discipline économie de la santé, entre ce que j'ai appelé il y a très longtemps la pertinence locale contre la cohérence globale. Et ça, c'est pas propre, c'est pas un conflit soignant-soigné ou soignant-directeur d'établissement, c'est une prise de position épistémologique au niveau de l'économie de la santé, qui n'a pas été réglée, parce qu'elle était elle-même implicite. Alors,
on va quand même pas reprocher à des gens d'essayer de rationaliser des choix budgétaires et des dépenses publiques pour essayer de payer un peu moins d'impôts. Ça semble juste, ça semble compréhensible. Mais le problème, c'est que c'est pas suffisant. En tout cas, ça n'est pas suffisamment peut-être mis sur la table ou explicité. Et ce qui s'est passé symétriquement, c'est qu'à partir des années 80, vous avez eu le développement d'études microéconomiques pour calculer le coût de la maladie en tentant de mesurer des ressources pour y faire face. Et c'est de là que naît le débat récurrent, qui n'est toujours pas réglé depuis 40 ans, sur les coûts indirects de la maladie, les pertes générées par les arrêts de travail, tout comme la mesure économique de la valeur humaine. Mais ce qui est intéressant dans ces calculs de microéconomie, c'est qu'on va toujours s'intéresser au coût de la maladie et jamais à la personne. C'est marrant parce que tout à l'heure, quand on écoutait Isabelle, j'avais l'impression qu'elle nous parlait parfois de la prise en charge de la maladie qu'elle avait et pas forcément de la personne qu'elle était. Ça veut dire qu'il y a peut-être une réconciliation entre les soignants, qui sait, et les économistes, puisqu'ils ne s'intéressent pas à la personne malade, mais à la maladie. Enfin, je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, non, c'était une petite vacherie, mais c'est pour vous maintenir aussi en attention. Puis j'aime bien taquiner, qui aime bien, châtie bien. Il s'est passé, donc, alors le gourou, si vous voulez, de ces études, c'est un certain Michael Drummond, un Anglais, qui lui va établir des méthodologies hyper sophistiquées pour calculer les coûts directs, indirects, le coût tangible, intangible, et qui va proposer des trucs qui sont encore extrêmement présents dans le monde de la santé aujourd'hui, qu'on appelle les études coût-bénéfice. Hein, donc ça, c'est absolument, c'est très important. Et les études coût-bénéfice, ben, ça se traduit par une expression assez incroyable qu'on appelle la willingness to pay. C'est la propension à payer. Donc en fait, toutes les études microéconomiques aujourd'hui, elles reposent sur l'idée que c'est l'acceptation d'un soin par un patient en fonction de ce qu'il serait prêt à payer. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un, ben oui, pour toi c'est gratuit, mais si tu devais payer, combien tu serais prêt à payer, par exemple, pour avoir une greffe du foie? Tu vas pas payer, rassure-toi. Mais combien tu serais prêt à payer? Et c'est par ce type, si vous voulez, de subterfuge et d'artifice que l'économie de la santé a développé des méthodes dites scientifiques, parce qu'à la fin, ça se traduit toujours par un coût médico-économique. Et donc, quoi? Une tarification. Alors, c'est un vrai sujet parce qu'on a besoin de mettre en place des systèmes de tarification. Mais est-ce qu'il faut le faire sur ces bases-là? Ce que je critique, c'est pas le fait qu'il y ait des outils comptables, c'est le fait que les valeurs et les implicites comptables qui ont développé ce type de méthode sont aujourd'hui profondément ignorés. Prenez l'exemple de la T2A. C'est un certain Ronald Fetter qui invente ça en 1960 pour le programme Medicare aux États-Unis, à une période où la durée de séjour dans les établissements de court séjour est de 10 à 12 jours. Donc, il ne faut pas s'étonner après de comprendre que dans la T2A, le cœur de la tarification repose sur de la durée de séjour. Or, aujourd'hui, ce qui génère des coûts, c'est pas forcément la durée de l'hospitalisation, c'est des soins techniques extrêmement sophistiqués qui peuvent durer très très peu de temps. Mais ça, la T2A, elle en rentrait mal compte. Elle le fait, il y a eu des améliorations, des sophistications, mais fondamentalement, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour tarifer du séjour. Donc, il y a donc une confusion très forte entre ces éléments au sein même de l'économie de la santé, et c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Qu'est-ce que je vais dire pour conclure? Quand même quelques mots sur les perspectives, parce que je ne voudrais pas vous laisser croire qu'on puisse être définitivement pessimiste par rapport à ça. Je crois qu'il faut oser mettre de côté la valeur économique de l'acte médical pour essayer de travailler sur les valeurs partagées du soin aujourd'hui. C'est-à-dire combien plutôt que de se dire, ou d'entendre, ça m'a franchement agacé ce matin d'entendre des gens encore dire on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de passer du temps auprès des malades. Mais bon sang, si c'est le cœur de votre mission, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous battre? Pour dire que finalement votre mission elle est là. Mais battez-vous avec les armes des économistes. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de mesurer ce que le temps passé auprès d'un malade, ça rapporte pour l'établissement, mais aussi pour son état de santé? Il y a très peu d'études qui existent là-dessus. Je le sais, j'essaye d'en faire. Il faut essayer de se battre sur ces sujets-là. Et c'est ce que j'entends par les valeurs partagées du soin. Vous ne pouvez pas, un économiste, il ne comprend que la mesure comptable. Si vous voulez être entendu dans ce qui fait sens pour vous,
Il faut oser dire, eh bien oui, avec cette personne, on a passé 1 heure, eh bien voilà ce que ça a rapporté. Par rapport à son état de santé, par rapport à son bien-être, par rapport à la définition de la santé qu'on a donnée en tout début de cette matinée. C'est-à-dire ne pas se contenter d'accepter comme légitimes les outils comptables qui sont en place, mais proposer des outils alternatifs. Et croyez-moi, il y a certains établissements, pas toujours en France, mais je pense qu'il y a des exemples en Suisse, il y a des exemples en Hollande, il y a des exemples aux États-Unis. Certains établissements sont capables de se battre et de produire des indicateurs alternatifs de la sorte. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans des indicateurs dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appellent les PROMS ou les PRUMS. Je les développerai si vous voulez. La deuxième perspective possible, c'est de proposer une autre valorisation des soins qui soit centrée sur les patients. Bah oui, on peut y croire. Les approches centrées patients. Et les approches centrées patients, c'est des approches qui intègrent la valeur pour le patient. Et la valeur pour le patient, c'est pas lui demander si la soupe était bonne. Parce que ça, ou si les gens étaient gentils. Non, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour lui. Qu'est-ce qui est important pour lui. Et comment, à partir de là, vous pouvez adapter un protocole. Pour parvenir à ça, on ne peut pas faire autrement que de construire un leadership clinique partagé. Et alors j'ai écrit « Ramener les pilotes dans l'avion », c'est-à-dire que je pense que le management n'est pas suffisamment clinique aujourd'hui. Il faut que les cliniciens, ceux qui sont dans le cœur de l'activité de soins, réinvestissent cette question managériale. Parce que s'ils ne laissent la place du management qu'aux directeurs d'hôpitaux, il ne faut pas après s'étonner que les décisions qui sont prises ne sont pas suffisamment en lien avec les approches cliniques. Donc il y a un réinvestissement de ce que j'appelle le leadership clinique qui peut être opéré et qu'on a vu s'opérer pendant cette crise parce que justement on n'avait pas des solutions. C'est ça qui était intéressant dans ce qu'on a pu observer aussi. C'est que ceux qui étaient au cœur de la production du soin ne se sont pas laissés faire et ont dit mais on peut proposer quelque chose. Ça revient à ce que, mais je ne le développerai pas, à retrouver le sens par ce que j'appelle la valeur intangible. Donc ça, c'est un papier que j'avais développé en 2018. C'est des choses qui peuvent se mesurer. Voilà, je voudrais juste finir là-dessus et vous dire que c'est pas parce que ce qui fait sens aujourd'hui pour vous dans votre travail n'est pas mesuré que ça n'est pas mesurable. On peut le mesurer avec des outils issus de la psychologie sociale, avec des approches issues des relations humaines, en traitant autour de ces éléments-là. Mais c'est de la recherche. C'est vrai que c'est pas pratiqué actuellement et qu'il faudra probablement être encore un peu patient. Pour y parvenir, nous ne pouvons le faire que si nous créons de nouveaux espaces de délibération, c'est-à-dire des moments où des gens peuvent expliquer en quoi leurs valeurs sont différentes ou identiques. Et ça ne peut pas se faire dans le cadre d'une grande messe politique. C'est quelque chose qui est à inventer ou à réinventer, et ça a été théorisé par des auteurs qui ont montré comment ça pouvait être fait. Je pense notamment à Jürgen Habermas, ou un philosophe beaucoup plus... Habermas était un politicien, un chercheur en sciences politiques. Je pense au philosophe lyonnais Charles Girard, qui a beaucoup travaillé sur cette question de la délibération. Qu'est-ce que ça veut dire que délibérer aujourd'hui dans notre société? Voilà, j'avais plein d'autres choses à vous dire, comme tous les autres, mais bon, voilà. Anastasie, merci Christian, merci à vous. C'est vrai. Merci Didier en tout cas pour ce plaidoyer pour de l'imposition à regarder nos organisations. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est important. J'avais envie de dire que 1963 et l'économie de la santé naissante et 2021, l'évolution est permanente. Elle est en avance et elle est toujours vers une société en mutation. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on va parler des besoins de santé exprimés, de l'attente des usagers et comment nous, en tant que professionnels du soin, qui qu'on soit ou même administratif dans la gestion du soin, eh bien, on peut être amené à pouvoir mieux répondre à cette question de sens. C'est un peu une question. Et la deuxième, un élément dont vous n'avez pas évoqué beaucoup les tenants et les aboutissants, c'est la question de la confiance dans le système de santé, la confiance en les institutions, et qu'il y a peut-être quelque chose de cette nature-là à retravailler sur
comment pratiquer. Vous avez parlé de bons soins tout à l'heure, mais il y avait certainement quelque chose autour de le bon soin pour qui, avec qui, pour qui, et dans une institution juste, comme disait le philosophe. Voilà. Donc, c'est une ouverture sur les questions sur la salle ou bien une réponse si vous voulez évoquer. Une première réponse rapide. Autour de la question des attentes et de la confiance, il y a pour moi quelque chose qui est très clair, c'est que ça ne peut passer que par la proximité. Il y a une défiance vis-à-vis des institutions en général. Moi je suis quand même... Quand on va sur le terrain, on entend que ce soit les soignants ou les soignés qui disent mais là-haut, on se méfie. Mais quand vous établissez une relation de proximité, vous sentez que la confiance, elle arrive très vite. Aussi bien au niveau des professionnels qu'entre professionnels et soignés. Donc, cette question de proximité me semble centrale. Et elle permet aussi, du coup, de faire préciser les attentes. Ça me permet, moi, de préciser un point. Faire expliciter les attentes d'une personne malade aujourd'hui, c'est pas faire du marketing et considérer cette personne comme un consommateur. Il existe des techniques de marketing en santé qui en gros consistent à qui se traduisent par des indicateurs de mesure de la satisfaction de ce que vous voulez. Ça, je pense personnellement que c'est une très mauvaise chose. Vous pouvez être satisfait de soins de mauvaise qualité quand vous êtes un patient. Et vous pouvez ne pas être satisfait alors qu'on a fait tout ce qu'on pouvait vous faire. Donc la satisfaction est un mauvais critère aujourd'hui, là où pourtant on la met à toutes les sauces. Je pense qu'il faut plutôt qu'on travaille dans cette question de proximité sur l'idée de projet de vie. Qu'est-ce qui fait sens pour une personne quand vous l'accueillez dans un service? Qu'est-ce qui est important pour elle? On a tous des histoires de vie qui sont tellement différentes que le grand danger serait d'imaginer que quelqu'un puisse être satisfait par des critères que vous, comme professionnel, vous projetez sur cette personne. Et ben il y a pas 36 solutions. De la même manière qu'il y a un interrogatoire clinique, il faut aussi restaurer ce qu'on pourrait appeler, alors l'interrogatoire n'est pas un mot, mais en tout cas un entretien soignant, pour comprendre aussi ce qui fait sens pour la personne que vous avez en face de vous, en fonction de ses histoires de vie et de son projet. Et oui, ça prend du temps, mais c'est un vrai investissement. Ça renvoie à ce que j'évoquais un peu vite tout à l'heure, qui est la naturalisation du chiffre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous donne des tarifs ou des prix, on a tendance à les prendre comme tels. Or, un de mes maîtres disait que la comptabilité est la forme la plus élaborée du mensonge. Et quand vous parlez donc justement de cette connaissance, il y a la connaissance effectivement de comment fonctionne un système de santé au sens large, mais aussi comment ça fonctionne, les limites de ces outils avec lesquels vous jouez, entre guillemets. Et puis de la même manière, donc ça c'est le problème, donc méconnaissance de ces outils de gestion dans leur logique. Et puis un autre point, pour reprendre ton observation, c'est que moi je crois beaucoup en l'autonomie de la gestion. Je trouve que on évoquait la confiance il y a quelques minutes, je trouve qu'on ne fait pas suffisamment confiance dans les établissements et dans leur direction. Mais je ne parle pas des directeurs qui ne font pas confiance à leur cadre, je parle des établissements qui sont, de mon point de vue, beaucoup trop sous la tutelle d'agences en tout genre, régionales ou nationales, et qui sont beaucoup trop focalisés sur la manière de faire et pas suffisamment sur des résultats à atteindre. Si on renversait par exemple ce type de relation pour dire écoutez, vous avez des objectifs, et puis on vous donne 5 ans, puis on va voir comment vous allez vous débrouiller, mais donnons-nous 5 ans, donnons-nous le temps de nous adapter. Je pense que ça serait une autre manière peut-être de repenser le management de la santé. Et ça avait été un petit peu tenté il y a une dizaine d'années, mais force est de constater que on est là sur un retour d'un centralisme au forceps très très fort. Ça pour le coup c'est pas ce qui me rend très optimiste à court terme. Mais un outil de gestion, ça n'est pas neutre scientifiquement. Il est porteur d'idéologie et de valeurs lui-même qu'il faut pouvoir décrypter. Parce que c'est aussi ce qui explique pourquoi après vous pouvez avoir des conflits d'interprétation et des conflits de valeurs dans les établissements de santé et médico-sociaux. Donc n'ayons pas peur de les expliciter. Et puis on négocie.
On n'est pas bête, on comprend qu'il faut multiplier des intérêts, il faut pouvoir concilier des intérêts contradictoires dans une société, c'est normal. Mais les choix sont assumés à ce moment-là. Donc c'est effectivement quelque chose qui se co-construit. Alors, c'est pas... après, ça va... comment dire, dans les hôpitaux publics, il peut y avoir des espaces qui peuvent être dédiés autour de ça. Au moment des pôles, il y a pu y avoir des choses qui ont pu être faites à ce moment-là qui étaient intéressantes, qui ne sont pas allées au bout. En gros, c'était un petit peu du Canada Dry, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on annonçait une forme d'autonomie et de collaboration tripartite sans que ça aille au bout. Mais la CME, c'est un espace qui peut être intéressant pour ça. Sauf que son problème, c'est que statutairement, vous ne pouvez pas dans une CME définir une vraie politique médicale, puisqu'en fait, pour moi, c'est plus du syndicalisme médical. Enfin, je suis un peu dur en disant ça, mais la CME, elle est là pour représenter les intérêts des médecins plus que de définir une stratégie médicale. Par contre, dans des structures privées, à but non lucratif, ou à but lucratif d'ailleurs, vous pouvez voir ce type d'expérimentation se mettre en place. Mais ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Quant à les HESP, j'ai définitivement décidé volontairement, pour des raisons éthiques, de ne plus y enseigner depuis 12 ans.